On a vu comment ça marchait au niveau du hardware pour les interruptions, au niveau aussi de la logique qui était implémentée à l'intérieur du processeur pour pouvoir faire ces interruptions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder comment on peut écrire une interruption et ce que ça a comme implication au niveau du logiciel. Donc, une chose qui est très 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 importante et qu'on oublie parfois lorsqu'on fait du code sur microcontrôleur, c'est que les interruptions sont juste un concept logiciel. Bien entendu, ce concept logiciel et ces interruptions sont lancés par du hardware particulier, et ce que ce hardware particulier va faire, c'est nous faire sauter à une adresse particulière. Euh, Lorsqu'on va faire un retour de ces interruptions, on va aussi utiliser une instruction spéciale, mais pour le reste, on fait tout ce qu'on veut dans une interruption. C'est une fonction comme une autre quelque part. Au niveau du logiciel et de l'assembleur, ce qu'il faut être capable de comprendre pour utiliser les interruptions, c'est qu'en fait, on a ce qu'on appelle des vecteurs d'interruption, qui sont des adresses auxquelles le processeur va sauter lorsqu'une interruption arrive. Sur PIC18, le vectoring, donc ces adresses, est relativement simple. Il n'y a que deux vecteurs d'interruption. Pour les interruptions de haute priorité, on va sauter à l'adresse 0x8, et pour les interruptions de basse priorité, on va sauter à l'adresse 0x18. Donc, si on regarde sur la droite ici, notre programme, eh bien, on a à l'adresse 0, donc à l'adresse 0 en hexadécimal dans notre mémoire programme, on a ce qu'on appelle le reset vector. C'est là que notre processeur va arriver lorsque on reset notre processeur. C'est l'adresse 0. À l'adresse 8, on doit mettre le vecteur d'interruption de haute priorité. À l'adresse 18, le vecteur d'interruption de basse priorité. Pour tout le reste, eh bien, on a accès à tout l'espace mémoire qui est là. Et cet espace mémoire-là, ben, sa taille, elle va dépendre de la taille qu'on a physiquement sur notre microcontrôleur. Donc, deux adresses particulières, pour résumer, l'adresse 0x8 et l'adresse 0x18, qui sont les deux vecteurs d'interruption où on va se retrouver lorsqu'on a une interruption. Donc notre processeur va sauter à ces endroits-là. Alors, pour faire une interruption, notre processeur, ce qu'il va faire, c'est changer le PC, bien entendu, et puis il va également utiliser la stack pour ça. Lorsqu'on va avoir une interruption, eh bien, on va faire l'opération PC qui va être mis dans stack++, et PC va ensuite prendre la valeur 0x8 ou 0x18 selon la priorité de l'interruption qui est lancée. Lorsqu'on aura terminé l'interruption, eh bien, on va remettre dans la valeur de notre programme counter ce qu'il y a au sommet de la stack, et on va déplacer le pointeur de stack vers l'arrière. Et ça se fait à l'aide de l'instruction return from interrupt qui se trouve là. Donc, je récapitule. Lorsqu'on a une interruption qui arrive, eh bien, on est dans un état particulier avec notre PC. Ce PC va être sauvegardé dans la stack qui va être incrémentée. Et on va remplacer l'adresse du PC, donc l'adresse de l'instruction suivante, par 0x8 ou 0x18 en fonction de la priorité de l'interruption. Au niveau de l'assembleur, il faut bien se rendre compte que j'ai parlé tout à l'heure de deux emplacements particuliers, donc l'adresse 8 et l'adresse 18 dans la mémoire programme pour les vecteurs d'interruption. Il y a une directive, donc une instruction particulière pour l'assembleur qui s'appelle ORG, Origin, qui permet de dire où sera écrit le code dans l'espace programme à partir de cet endroit-là dans le code. Donc, si vous regardez ici, j'utilise la directive ORG pour dire ben, mon code maintenant commence à l'adresse 0. Donc à l'adresse 0, on va avoir cette instruction qui va se trouver, puis les différentes instructions qui sont en dessous. Donc ici, on aura pour la première à l'adresse 0, celle-ci à l'adresse 2 et celle-ci à l'adresse 4. Maintenant, je peux remettre cette directive, par exemple en dessous. Ici, je dis, à partir de maintenant, je veux que mon code, ce qui suit, va être écrit à partir de l'adresse 104. Donc ça, on va être à l'adresse 104 en hexa, celle-ci va se trouver à l'adresse 106. Cette directive org va nous permettre de dire
où on veut mettre notre programme. À quoi ça sert cette directive? Du coup, ça nous sert à calculer pour les interruptions ce qui va se passer. En général, notre code, à partir de maintenant, lorsqu'on va utiliser d'interruption, il va ressembler à ça. À l'adresse 0, on va mettre un saut vers notre code principal, ici init. Donc là, on sera à l'adresse 0 en mémoire. À l'adresse 8, donc ce qu'on fait ici en dessous, c'est qu'on dit qu'à partir de là, on écrit les instructions à l'adresse 8. Donc là, cette instruction-là, ici, elle sera stockée à l'adresse 8. Donc ça, c'est pour dire que à l'adresse 8, on écrit goto ISR dans notre mémoire programme. Et puis vous voyez, lorsqu'on va avoir notre reset au début, on va commencer à l'adresse 0, parce que c'est l'adresse à laquelle notre code commence quand on fait un reset. On va sauter à init, on va sauter ici en dessous, on va faire notre code, faire tout ce qu'on a à faire là-dedans. Et puis, on va avoir à quelque part, dans notre code, probablement, quelque chose qui va ressembler à ça. Loop, go to loop. Et puis, lorsqu'on va avoir une interruption, on va sauter à l'adresse 8, et à l'adresse 8, ce qu'on va avoir comme instruction à exécuter, c'est goToISR. On aura là le code de notre instruction, de notre routine d'interruption, où on va exécuter différentes choses. À la fin, on va faire un return from interrupt, et on va ressauter là où on était lorsqu'on avait notre code. Donc la directive ORG ici nous permet de dire ce qui se passe, quels emplacements de mémoire sont utilisés pour les différentes choses. Et les différentes manières de faire ça, il en existe plusieurs. Moi, je vous propose d'utiliser pour la suite cette manière qui est ici à droite. Donc, on dit ce qu'il y a à l'adresse 0, qui ce sera simplement un jump vers notre code main. On dit ce qu'il y a à l'adresse 8, eh bien, ce sera un saut vers notre routine d'interruption. Comme ça, on est couvert pour la plupart des cas qu'on va vouloir traiter. On ne discute pas ici des interruptions basse priorité, tout simplement parce qu'on ne va pas les utiliser. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de comment implémenter en assembleur des interruptions, la question que je vais vous poser, c'est la suivante. Imaginez, on a notre code qui a des interruptions qui sont enablées, qui peuvent arriver, et notre code est en train de tourner. D'un seul coup, une interruption arrive. Qu'est-ce qui peut se passer comme problème dans notre code? Alors pour ça, pour répondre à cette question, il faut réfléchir en assembleur. Je vous laisse quelques secondes pour le faire maintenant. N'hésitez pas à mettre la pause dans la vidéo si nécessaire. Que peut-il se passer comme problème? C'est bon, vous avez trouvé? Alors, les problèmes qui peuvent se passer vont se passer parce que, en fait, notre programme n'a aucune idée qu'il est en train d'être interrompu. Notre programme ne sait pas qu'il a été interrompu. Du coup, imaginez, si nous sommes en train de faire des opérations arithmétiques. On fait une opération, on est en train de décrémenter un nombre et on est en train de checker si ce nombre il est égal à 0 ou bien pas. Pour ça, on va utiliser les bits de statut. Et puis, si pile à ce moment-là, il y a une interruption qui arrive, dans le code de notre interruption, peut-être qu'on modifie les bits de statut avec les instructions qui sont dedans. Du coup, lorsqu'on va revenir à l'interruption, on aura peut-être perdu les bits de statut et le résultat ne sera pas celui qu'on attend. De la même manière, on peut également, lorsqu'il y a un appel à une interruption, on peut perdre le contenu du registre wreg. Parce que probablement qu'on va utiliser le registre wreg dans l'interruption, et si on ne fait pas attention, ou s'il n'y a pas un mécanisme qui nous aide, eh bien, on va se retrouver avec un wreg qui aura été modifié entre une instruction et une autre, ce qu'on n'avait pas prévu dans notre code. Du coup, ce qu'il nous faut faire, c'est regarder maintenant le mécanisme
du sauvetage du contexte. Alors pour sauvegarder le contexte, eh bien, le PIC18, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise le mode fast, qu'on a déjà vu en fait lors des appels de fonction. Ce mode fast pour les interruptions ne peut pas être disablé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne veut pas utiliser le mode fast pour les interruptions. Le mode fast, je vous le rappelle, il faisait plusieurs choses. Notamment, il sauvegardait le contenu de wreg, status et BSR dans ce qu'on appelait des shadow registers, c'est-à-dire un petit endroit dans la mémoire où on peut stocker une copie des registres wreg, status et BSR, et qui sont restaurés automatiquement lorsqu'on revient de l'interruption. Donc quand on a une interruption, en réalité, eh bien, le contexte est sauvegardé à l'appel et restauré à la fin de l'interruption. Donc en fait, on n'a pas besoin de faire attention aux différentes choses dont j'ai parlé sur le slide précédent, mais c'est important de savoir que ce mécanisme est à l'œuvre. Il faut être attentif que lorsque on utilise des shadow registers, il n'y a qu'un seul shadow register disponible pour wreg, status et BSR. C'est-à-dire que si on utilise le mécanisme des shadow registers dans des appels de fonction, comme par exemple en dessous ici lorsqu'on utilise le mode fast, on ne doit pas mettre des interruptions dans des telles routines, on doit disabler les interruptions lorsqu'on a ça, parce que sinon, eh bien, on va avoir les shadow registers qui vont être écrasés lors d'un appel d'interrupt, et on ne va pas pouvoir revenir à ce moment-là à un contexte qui est juste à la fin de l'interruption et de la fonction.